Bonsoir et bienvenue à cette petite conférence à l'usage des personnes qui trouvent que le monde va mal aujourd'hui. Paul ici. Avant de débuter, je voudrais dédier cette soirée, cette conférence, à tous les esprits libres qui se font massacrer un peu partout dans le monde par de sombres connards encagoulés. Qui a dit que le crime ne prophète jamais? Bon. Ceci étant dit, lors de cette conférence, nous allons... je dis nous, c'est surtout je. Bon, nous allons donc aborder plusieurs sujets. Et pour que vous compreniez bien qu'un sujet est clos, en tous les cas pour ce soir, et que donc on passe à un autre sujet, nous allons faire appel à un stratagème qui a fait ses preuves à maintes reprises, le noir. Voilà. Je me suis dit comme ça que pour les plus pauvres d'entre vous, intellectuellement, je veux dire, ce serait beaucoup plus clair. Hein? Et puis comme ça, vous pourrez profiter de cette brève obscurité pour vous dégourdir les mains en les frappant l'une contre l'autre. Voilà, comme ça. Vous n'êtes pas obligé, hein? Non, mais c'est pas là. Non, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Il fait chaud quand même. Bien, commençons par le commencement. Merde! Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça vous a fait quoi? Ah bon, il y en a certains qui ont ri, d'autres qui n'ont pas compris, et puis il y a ceux qui ont été choqués. Alors ceux qui ont ri, bah, tant mieux, ceux qui n'ont pas compris, tant pis. Quant à ceux qui ont été choqués, je voudrais leur dire merde! Et là, il y en a encore qui ont été choqués. Alors ceux qui n'ont pas été choqués trouvent ridicule ceux qui l'ont été. Hein, pourtant, ils pourraient très bien le devenir à leur tour. Choqués. Oui, parce que voyez-vous, nous pouvons tous être choqués à des degrés différents. Bon, c'est vrai que merde, maintenant, c'est plus une virgule de langage qu'un gros mot. Hein. Mais non, vraiment, on peut être tous choqués à des degrés différents. Hein. Il y a certains pour qui un petit merde suffit. D'autres, il faut déjà un bon gros merde. Hein. Et il y a ceux qui préfèrent les formules du style je vous emmerde. Ou, un peu plus corsé, va te faire enculer, espèce de sale gros connard de ta race. Voilà. Pierre Desproges disait qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Je crains hélas qu'à notre époque, nous ne puissions plus rire de rien avec personne. Quoi que vous disiez, il y aura toujours bien une quelconque association de mes deux qui vous tombera dessus. Hein, par exemple, la religion. On ne peut pas rire avec la religion. Ah bah non. Même si beaucoup de gens se demandent aujourd'hui où est Dieu, à quoi j'ai envie de leur répondre dans ton culte. Non, s'il vous plaît, on ne rigole pas. Hein, et encore moins des gens en pyjama, le cul à l'air, à genoux, face à la Mecque. Oh. Oui, non. Ah oui, non. Alors bon, l'islam, je crois que tout le monde a bien compris. On ne rigole pas avec le prophète. Hein. Pourtant,
La semaine dernière, j'ai été boire un thé à la menthe avec lui, il m'en a raconté une bien bonne. C'est un type qui rentre dans une mosquée, il dit « Salut, c'est moi !» Tout le monde se retourne et en fait, c'est pas lui. Voilà. Enfin, bon, on ne rigole pas avec les religions. Hein. Voilà. Ça. La maladie. Hein, on rigole pas avec la maladie. Ah ben non. Hein, par exemple, on ne rigole pas du sida. Hein. Par exemple, on ne peut pas dire ah, j'aurais dû prévenir Freddie Mercury que les préservatifs ça se prête pas, surtout après avoir déjà été utilisé. Non, on ne peut pas dire ça. Surtout que là, en plus, on parle des morts. Sujet tabou, les morts. Le plus profond des connards, une fois mort, devient une espèce de saint. Allez comprendre. Donc ça, pas. Le sexe. Ah bon, oui, alors le sexe, oui. On peut rire, hein, mais il faut y aller mollo. Hein. À la télévision, au cinéma, on peut nous montrer des gens qui se font trucider, égorger, éventrés, décapités, mais surtout, on ne montre pas un sein. Scandale. Hein. Ne dites pas bite, couille, bandé, salope, dites phallus, bourse, érection, femme. Oh. Oui, ouais, j'aurais pas dû dire ça. Hein. Je vais avoir les féministes sur le dos là. Oh. Bon. Ne rotez pas. Hein. Y en a qui supportent pas. Hein. Les voitures peuvent rejeter des gaz toxiques à longueur de journée, mais ne rotez pas. Hein. C'est de l'air, ça peut être dangereux. Et de la même manière, évitez de péter, d'émettre un vent. On ne se met pas les doigts dans le nez, on ne renifle pas, on ne se gratte pas les couilles. D'accord? Hein, ça ne se fait pas. Vous pouvez prendre des notes hein, si vous voulez. Oui. Alors, oui. Lui non plus, on ne peut pas en rire. Ben non, parce que sinon la société qui gère ses droits risque de vous exploser à la gueule comme un cocktail Molotov dont la mèche est trop courte. Hein, donc, alors je suis désolé s'il y a des fans de ce personnage, mais en ce qui le concerne ce soir, c'est Tintin. Oui, la famille. Ah, la famille, c'est sacré. Hein. Ma mère est une pute, on évite. Oui, c'est comme les enfants. Hein, ce sont tous des petits anges. Hein, on ne rigole pas des enfants. Dit, les enfants, franchement, hein, en règle générale, vous leur donnez ça, ils vous prennent ça. Oh, merde. On peut pas, mais non, oui, mais non, on peut pas faire on peut plus en cuisine à la limite, mais non, parce que là c'est les sionistes que je vais avoir sur le dos. Je vous jure, on peut plus rire de rien. Mais je vous parle même pas des handicapés. Hein. Là, non, j'en parle pas. Par contre, il est quelque chose dont on peut rire. On doit même, hein, sinon c'est pas bien vu. C'est la politique. Mais c'est comme avec le sexe, il faut y aller mollo. On ne sait jamais. Alors, je vais essayer de vous raconter une histoire politique qui ne choquera personne. C'est l'histoire de Charles Michel qui lit le journal. L'histoire est finie. Hein. Je parie qu'il y en a qui ont été choqués. Ils ont cru qu'il y avait un sens symbolique. Ils se sont dit le journal c'est du papier comme du papier WC. Ils en ont conclu que Charles Michel me fait chier. Non, mais il y en a qui vont chercher très loin. Ceci dit, dans l'exemple précité, c'est pas totalement faux. Autre chose qui ne choquerait personne. Eh bien, là, je parie qu'il y en a encore qui ont été choqués. Ils ont cru qu'il y avait un double sens, que j'avais une arrière-pensée. Je vous dis, on ne peut plus rire de rien. C'est à se demander s'il y a une vie après l'humour. Merci. Et donc, c'est pour ça que ce soir, je voudrais faire une petite expérience avec vous. Ouais. Si on imaginait l'inverse. Enfin, je veux dire, une histoire qui scandaliserait tout le monde. D'accord? Bien, alors... C'est l'histoire d'une femme, une pute quoi, comme ma mère. En plus, c'est une arabe de merde. Et elle croise un curé, vous savez, un des chefs de la propagande de Jésus. Il vient juste de se faire sucer par un petit merdeux. Et le curé lui dit « Va te faire enculer, sale métèque !» Et joignant les gestes à la parole, il sort sa grosse bite et essaye de la violer. Mais la connasse d'enfoulardée, pour se défendre, elle plante ses dents dans la chair flasque, elle lui sectionne le petit Jésus. Et puis après, elle part en courant vers la Mecque. Heureusement, parce que si elle était restée, elle aurait probablement chopé le sida comme ce PD de Freddie Mercury. Le curé, de son côté, lui, pète et rôde de douleur et s'en va après avoir glissé dans son sang. Quelques
quelques-uns qui ont rigolé, les autres sont consternés. Hein. Choqué, mais présent. Pourquoi? Vous ne pouvez pas partir, hein, vous avez déjà payé votre place. Ça marche bien, hein, le noir. On comprend tout de suite qu'on va passer à autre chose. Hein. Bon, je devrais peut-être pas dire noir. On ne sait jamais. Absence de lumière. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. Franchement, c'est un peu épuisant, cette phobie des mots qu'ont les gens. Hein. C'est cette espèce d'hypocrisie. Il faut appeler un chat un chat. Oui, enfin, on y reviendra en fin de conférence, si vous voulez bien. Hein. Bon, bref, le monde va mal. Donc, hein, tellement mal qu'il existe une loi qui n'est écrite nulle part. Dans aucune convention, dans aucun règlement, c'est la loi des séries. Oui, je ne veux pas parler de Game of Thrones ou autre Dr House. Hein. Non, c'est pas que j'aime pas, j'aime bien, mais ça n'a rien à voir. Voilà, donc la loi des séries s'applique aussi bien à des événements tristes qu'à des événements heureux. Bon, en général, c'est plus rare. Quoique, on peut très bien, dans la même journée, avoir un métro à l'heure, croiser le regard d'une jolie fille dans la rue, recevoir une augmentation de son patron sans pour ça qu'il soit homosexuel, et apprendre que Céline Dion a définitivement arrêté de chanter. Mais l'inverse peut également arriver. Non, je ne veux pas parler de ces jours où Céline Dion est homosexuelle, où je ne croise pas le regard de mon patron à l'heure dans une jolie rue, où je ne reçois pas d'augmentation d'une fille qui ne s'est pas fait virer, non. Je veux parler de ces jours où tout va mal et rien ne va plus. La nuit, tout va bien, mais déjà d'ignobles choses se préparent contre vous. Votre réveil, par pure méchanceté, décide « Aujourd'hui, je ne le réveille pas !» Effectivement, il ne sonne pas. Vous vous réveillez à 8h07, vous devez être au travail à 8h30, il y a un quart d'heure de route. C'est évidemment ce jour-là que le robinet est bloqué, que la batterie rechargeable de votre rasoir électrique est en panne, qu'il n'y a plus de dentifrice, que vous avez oublié de mettre le pain à décongeler, qu'il n'y a plus de beurre, que le lait a tourné, que le chat a fait à côté de son bac, que vous ne retrouvez plus vos chaussures, que le lino glisse, et que donc vous vous cassez la gueule. Vous finissez par sortir de chez vous, en charentaise. Il est 8h26. Ce n'est que plus tard que vous vous apercevrez que vous avez oublié votre porte-document. Reste 4 minutes. Direction l'arrêt du métro. N'allez surtout pas croire que ce n'est pas à ce jour-là que les transports en commun auront décidé de ne pas faire grève. Un taxi passe devant vous, et également dans une flaque d'eau, réitérant ainsi l'un des plus vieux gags de l'histoire du cinéma muet dont vous mesurez avec enthousiasme le degré humoristique. Vous courez après le taxi, toujours en charentaise. Le conducteur vous voit. Oh, bonheur! Mais il quitte donc la route des yeux. Oh, malheur! Il fonce sur une dame et son enfant. Le bébé, arraché du landau, ne trouve rien de mieux à faire que de se précipiter sur un Mr Cash, le rendant ainsi inutilisable. Je vous rappelle que vous aviez absolument besoin d'en extraire 250 € pour rembourser votre petite amie qui clame partout comme une conne. Les bons comptes font les bons amis. Mais revenons sur le trajet de la mère qui, petite coquine, elle se projetait sur le pare-brise d'un car de ramassage scolaire qui va s'encastrer dans la vitrine d'une station-service qui explose. C'est à ce moment-là que le quartier se met à brûler. Face à ce désagréable début de journée, vous décidez de rentrer chez vous. Hein. Et en faisant demi-tour, vous marchez sur la queue d'un chat noir qui était passé sous une échelle un vendredi 13. La SPA vous attaque en justice pour « écrase-moi vos lotières de queue de chat avec préméditation ». Vous arrivez enfin chez vous. Oh, bonheur! Mais l'ascenseur, ce sacré déconneur, est en panne. Vous habitez au dernier étage. Au bord de la crise cardiaque, vous arrivez sur votre palier et vous vous rendez compte que vous avez paumé vos clés. Sans doute en courant après le taxi. Vous décidez alors de passer par la fenêtre de l'entresol, qui, pensez-vous, est proche de la fenêtre de votre cuisine. La voisine du dessous vous voit, ne vous reconnaît pas, mais vous prend pour un voleur. Elle appelle la police, et vous remarquerez que son téléphone n'est pas en panne. Vous remarquerez aussi que, pour une fois, la police arrive vite, alors que vous êtes suspendu à l'appui de fenêtre de votre cuisine, qui finalement n'était pas si proche. Du pied de l'immeuble, la police vous demande vos papiers. Vous, par réflexe, les lui donnez. Et lâchez donc l'appui de fenêtre de votre cuisine, qui, vous n'allez pas tarder à le découvrir, est encore plus éloigné du pied de l'immeuble que de la fenêtre de l'endroit. Un buisson passant par là décide d'amortir votre chute.
Par bonté, vous allez me dire. Mais non. Par sadisme. Bah, ce serait trop simple de mourir, hein. Il n'est que 9h12. Le reste de la journée, vous le passerez dans la prison du commissariat parce que les policiers n'ont jamais retrouvé vos papiers. Vous soupçonnez toujours le buisson de s'être barré avec. Enfin, il y a des clodos, des rats, il fait froid, ça pue, vous avez paumé vos charentaises, vous passez la nuit la plus blanche de votre vie et, loi des séries oblige, Céline Dion en fait une chanson. Si le monde va mal, aujourd'hui, poil aux zizi, c'est en grande partie à cause de la télévision. Poil au croupion. C'est cette merveilleuse invention qui nous a donné de nouvelles divinités à idolâtrer. Poil au... pied, voilà, hein, par exemple. Hein, voilà. Alors, au choix, hein, Loana, Zaya, Lady Gaga, Rihanna, Nabila, poil au... Suivez un peu aussi. Nabila, Poilot. Ben voilà. C'est pas très compliqué. Oui, voilà. Donc, alors, il y a quelque temps, déjà, j'ai regardé la télévision. Je sais, il n'y a pas de quoi s'en vanter. Enfin, il faut quand même que je vous donne quelques éléments contextuels avant d'en arriver à l'essence de mon propos. Bien, donc, je venais juste de me dire que décidément la connerie se voit à la télévision, alors qu'à la radio elle se soupçonne. Quand je vis que l'invité du jour était un écrivain célèbre et actuellement défunt, dont je tairai son nom par égard à son repos désormais éternel. La Livy de Lucarne venait de nous montrer la performance musculaire d'un quelconque athlétique belâtre qui venait de battre le record du lancer de je ne sais quoi sur un quelconque stade quelque part. Enfin, bref. La séquence terminée, le journaliste se retourne vers l'écrivain et lui demande, tout assuré d'une réponse conformiste, « Cher monsieur, vous intéressez-vous au sport ?» Un grand blanc. Oh, la gêne. Dans ce silence extrêmement non médiatique, l'écrivain se redresse de toute sa taille et jette « Alors là, pas du tout. »« Qu'est-ce que c'est que ce con, putain, il peut pas ronronner comme tout le monde !» À voir la tête du journaliste, on aurait pu lire ses pensées comme sur un prompteur. Mais au lieu d'écraser, l'écrivain revient à la charge et se permet ce luxe que cela accorde le privilège de l'âge et de la notoriété. Il crache dans la soupe. Monsieur, vous m'avez invité dans votre émission pour m'interviewer et moi je m'apprêtais à vous parler de gens que j'aime et que j'admire, des gens qui sont importants pour la France d'aujourd'hui. Vous me demandez maintenant d'émettre une opinion sur l'activité d'un monsieur certainement très musclé qui vient de lancer un objet dont j'ignore la nature à une distance infinitésimalement supérieure à celle où l'avaient précédemment lancé d'autres messieurs certainement également très musclés. Je n'ai pas d'avis sur ce sujet. Moi, voyez-vous, j'aurais voulu vous parler de Francis Ponge, de Toulouse-Lautrec ou de Henri Michaud, mais bon. Un an, je passe. Moi, je ne tenais plus dans mon fauteuil et franchement, rien que d'avoir entendu ça, j'étais content d'avoir payé ma télé-redevance. Le type venait de balancer un pavé dans la mare et ceux qui l'avaient éclaboussé restaient à la bouche bée comme des footballeurs à qui on demande de penser. Oui, enfin, inutile de vous dire que l'écrivain n'a plus voix au chapitre du reste de l'émission. Bah non. Mens sana incorpore sano. C'est du latin. Un esprit sain dans un corps sain. Oui, enfin, voilà quand même l'adage au nom duquel on nous afflige les heures entières, les navrantes performances musculaires de microcéphales acharnés à pousser un ballon devant 30 000 spécimens, hélas représentatifs de la race humaine. Version fin de civilisation. Messieurs, les analphabètes shootés aux anabolisants. Et vous, les sportifs en charentaise qui vous musclez surtout l'index à feuilleter le résultat de club immensément minable dans la feuille de chou du lundi. Savez-vous seulement que cet admirable proverbe latin parle d'abord d'esprit. Mens. Si une devise devait réellement vous convenir et que l'on devrait graver au frontispice des modernes temples à la débilité collective et à la régression préhominienne que sont vos stades, cette devise serait... C'est aussi du latin. Mens nulla incorpore musculo.
Bien, bon, comme on l'a vu au début de cette conférence, on ne rigole pas des enfants. Oui, enfin, sauf si vous voulez filmer, vous postez vos vidéos sur YouTube, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Et puis comme disait W.C. Fields, les enfants, c'est comme l'épée, on supporte que les siens. Mais quand même. Il me restait déjà peu d'illusions. Les hommes et leur cirque avaient cessé de m'amuser depuis longtemps, mais je regardais un peu le monde en spectateur résigné. Oui, voilà. J'étais un peu dans la situation du type qui a qu'une chaîne de télé. Il n'a pas le choix. Ou il ferme les yeux, ou il regarde ce qu'il y a. Ou il éteint la télé. Hein, c'est pas faux. Enfin, donc tout ce cirque me laissait dans un état d'indifférence écœuré. Je n'attendais plus grand-chose de vous, race déchue. J'avais peu d'illusions, donc, et peu d'indignation, mais il m'en restait une. Je ne supportais pas. Je ne supportais pas de voir chaque semaine, en première page dans les journaux, la photo d'un môme que ses parents ou un autre salaud avaient coupé en petits morceaux dans la cave, ou torturé au petit fer sous les ongles, après l'avoir violé avec leurs potes, comme ça. Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris, monsieur le juge, je regrette. Moi, je vous jure, quand je lisais des trucs comme ça, il fallait m'attacher. Je devais m'imposer de penser à autre chose. Je devais arrêter ce truc qui s'emballait en moi, cette envie de meurtre, cette envie d'éclater la tête de tous ces salauds à coups de talon dans la gueule. Franchement, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre monde, tous ces pauvres mouflets qu'on fait comme ça, n'importe comment, à couilles rabattues, en pensant à rien d'autre. Oh, c'est bon, c'est bon. Pourquoi vous riez? Ça vous rappelle quelque chose de personnel? Il faut se rendre à l'évidence. Notre monde n'est pas fait pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez à faire des gosses, hein? Pour les rendre heureux, quoi? 3 mois? Il est content de voir son papa, le petit trésor, mais oui, viens faire un gros câlin! Débile, hein? Après ça claque, on le colle à la crèche de 6h30 du mat à 19h non-stop. Il est content de voir sa maman, le petit trésor, mais oui, viens faire un câlin, câlinou! Le pauvre mioche, il se demande qui c'est cette nana qui vient 2 fois par jour à l'aube et au crépuscule, le transbahuter dans sa bagnole juste pour le foutre au pieu. Nos histoires de fous furieux n'ont rien à voir avec les enfants. Il leur faudrait un autre monde, à part. Oui, enfin bon, je me disais tout ça, hein, et je regardais tous ces dégueulasses qui font leur dégueulasserie un peu partout, dans la rue, les bistrots, les affaires, la finance, la politique, tout ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais au fond, tous ces salauds qui courent les rues des lames de rasoir plein les fouilles, qui arpentent les rives des rivières, les poches gonflées de cordelettes nylon multi-usages, qui font la sortie des écoles les mains pleines de bonbons et la braguette ouverte sur l'imperméable. Tous ces salauds, un jour, bon, il y a longtemps, hein, mais eux aussi, ils ont eu un joli petit minois frais et des taches de rousseur, des billes en poche, des lettres pour le Père Noël et des cahiers de devoirs dans leur cartable. Mais alors, tous ces enfants dont je prenais généreusement, inconditionnellement la défense auparavant, ils comptaient déjà parmi eux un pourcentage de futurs tarés, de futurs sadiques, de kidnappeurs potentiels, de voyeurs en puissance, de camés en herbe. Le jour où tout ça s'est clarifié dans ma tête, croyez-moi, le genre humain tout entier, sans exception, a cessé de trouver grâce à mes yeux. Maintenant, quand je croise un gamin dans la rue, je pense, et alors? Qu'est-ce qu'on fera dans la vie, petit saligo? Empoisonneur? Assassin? Militant d'extrême droite? Contrôleur au trésor public? Producteur de dessins animés pour enfants? Franchement, maintenant, je me méfie des enfants. Parfaitement. Dans chaque enfant, il y a un salaud qui dort. Et toute l'éducation ne consisterait-elle pas à empêcher que ce salaud se réveille, hein? C'est bien de dégourdir les mains comme ça. Oui. Alors, comme nous l'avons dit,
d'accord, comme je l'ai dit hein, en début de conférence, comme vous l'avez entendu, on ne rigole pas des étrangers. Hein, je pense que c'est clair. Par contre, les étrangers ont toutes les raisons du monde de se foutre de nous. Bon, je m'explique. Qui a-t-il de plus étranger que quelqu'un qui vient non pas d'un autre pays, mais d'une autre planète? Hein, voyons large. Alors là, pour reprendre les paroles de la célèbre chanson, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah oui, bon, alors s'il y a des moins de 20 ans dans la salle, je suis désolé, mais tant pis pour votre gueule. Fin 1989, début 1990, en Belgique, il y a eu une incroyable vague d'ovnis. Vous vous souvenez de ça? C'était incroyable, ça n'a toujours pas été vraiment expliqué d'ailleurs. Hein. C'était incroyable, partout. Moi, quand je repense à ces histoires de soucoupes, ça me fout le blues. Ça me décourage, ça me démoralise. Parce que je me dis, en fait, les mecs, là, ils ont peut-être quitté une planète sympa, avec des glurts qui courent partout, une maison confortable, avec stabilisateur à neutrons à tous les étages. Ils ont une dernière fois étreint les tentacules de leur compagne avec leur appendice ionique, et ils se sont lancés dans un voyage interminable, dangereux. Et tout ça, ils arrivent ici, dans ce bordel. Ils savent pas où poser le pied sur cette planète, ça pète de partout. C'est soit ils se prennent un obus parce qu'on les prend pour un jet du camp adverse, ou ils survolent une centrale russe qui pisse l'iode 131 et ils foutent le carburant de leur soucoupe en l'air, ou ils sont amazoutés dans l'une ou l'autre mer du globe, ou ils se font prendre en otage en Syrie ou ailleurs, ou alors ils se gardent n'importe où, ils se font coller pour stationnement interdit. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, ces gens? Quelle honte! Moi, si j'en croisais un, je serais pas à l'aise pour le regarder dans le blanc des sphéroïdes oculaires pelliculaires. Hein. Enfin bon, tout ça, finalement, et ils s'arrêtent où avec leur soucoupe? Je vous ai dit, vous pouvez prendre des notes hein, si vous voulez. Ils s'arrêtent en Belgique. Hein. Un tout petit pays qui compte quand même 3 langues nationales, sans compter un dialecte local différent dans chaque patelin. Et les mecs là, ils arrivent de leur galaxie, ils espèrent pouvoir communiquer. C'est à pleurer, ils sont déjà pas foutus de communiquer entre eux, les Belges. Moi, si je les rencontrais, les gueux en soucoupe, voilà ce que je leur dirais. Oh, bonjour. Ah oui, je sais pas pourquoi, moi je les ai toujours vus grands, les petits hommes verts. Oui, mais en même temps, on sait pas. Hein, bon. Oui, écoutez. Oh, restez pas là. Non, allez faire un tour dans le coin quelques dizaines d'années. Pour vous, le temps s'écoule différemment, à la vitesse de la lumière, hein, ça vous fera une balade de 15 jours. Tiens, allez visiter la Lune, il paraît que c'est très joli. Ouais, nous aussi on y était il y a plus de 40 ans, mais vous savez ce que c'est, on se lasse. Et puis alors revenez voir sur Terre. Vous verrez tout répéter. La planète sera vide et calme, silencieuse, vous n'aurez plus qu'à vous installer. Enfin oui, il y aura un peu de boulot quand même, hein. Il faudra d'abord se débarrasser des cadavres, hein. Jetez-les à la mer. Les poissons se chargeront très bien de recycler tout ça. Puis il faudra nettoyer les saloperies qu'il y a autour des villes, des usines. Oui, colmater les fissures des réacteurs et récupérer l'uranium. Mais bon, avec la putain de technologie que vous avez, ça devrait pas être plus compliqué que de changer un pneu, hein? Un pneu. Non, c'est pas... Non, bien alors vous faites venir vos femmes et vos glurts et puis installez-vous. Vous verrez, c'est une planète magnifique. Ici, on a une super vue sur le soleil. Pas trop chaud, juste bien. Et si vous vous démerdez, vous pourrez même entretenir le vignoble du Bordelais et celui de Champagne. Non, vous ne tracassez pas, vous trouverez plein de bouquins spécialisés, abandonnés dans les écoles désertes. Vous verrez, la vie est bonne ici. Mais recommencez pas nos conneries, hein. Si vous trouvez du pognon, brûlez-le. Si vous trouvez des armes, détruisez-les. Et si le bâtiment TF1 est toujours partiellement sur pied, s'il vous plaît, désintégrez-le. Je vais attendre que vous reveniez peut-être. On va attendre, monsieur, il va faire pipi. Non? Bon, vous lui raconterez après, alors s'il revient. Alors, oui, oui, c'est ça. Oui, et alors après vous échangez. Et... Ouais. Alors, bon. Oui, où est-ce que j'en ai? Oui, voilà. On rigole pas avec la religion, hein, ça je crois que tout le monde a bien compris. Toutefois, je voudrais vous parler un peu de l'Église. Alors,
Il y a les églises romanes. Il est possible de les caractériser par la réinterprétation de la voûte romaine antique, généralement située en plein cintre. Les colonnes supportant les arcs sont typiquement cylindriques et surmontées de chapiteaux, généralement sculptés dans les formes d'animaux, de plantes ou de symboles plus ou moins géométriques. Les églises gothiques. L'art architectural gothique est né en France et s'est développé dans la seconde moitié du Moyen-Âge. Permettez 2 secondes. Ah oui, non, oui, pardon, je m'emballe un peu, puis voilà, oui, c'est pas d'architecture dont je voulais vous parler, aussi jolie soit-elle, hein, non, c'est une autre conférence, non, forcément, je voulais vous parler de l'église avec un grand E. Non, c'est pas un T, hein, parce que église avec un grand T, ça ne veut rien dire. C'est une croix. Voilà. Alors, pour comprendre le fonctionnement de l'Église, eh bien, il faut bien séparer la hiérarchie du dogme. Vous pouvez prendre des notes encore, hein, si vous voulez. Alors, pour la hiérarchie, c'est très simple. Oui, enfin, c'est très simple. Bah, si, voilà. Vous avez les soldats curés, qui obéissent aux ordres des capitaines évêques, qui eux-mêmes reçoivent leurs instructions des généraux cardinaux. Hein. Et alors, quand c'est nécessaire, les généraux cardinaux se réunissent entre eux pour élire un chef suprême, le pape. Et au-dessus du pape, depuis quelques décennies, maintenant, la mafia. Voilà, ça, c'est pour la hiérarchie. Hein, bon, voilà. Outre la violence physique, que l'Église n'a jamais hésité à utiliser, elle a trouvé un moyen super efficace pour asseoir son pouvoir politique et économique, la violence mentale. Et pour cela, elle a inventé le... Suivez aussi... Mais non, le dogme, c'est ça qu'on parle, dogme. Bon, alors, le dogme se divise en 2 parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hein? Allez, prenez et mangez-en tous. Alors, dans le Premier Testament, nous apprenons qu'au commencement, Dieu, qui est amour, s'emmerde copieusement. Il décide alors de se créer des jouets à son image. Nous, son image à un détail près, hein, faut pas déconner non plus à son image, mais con. Oui, parce que l'homme n'a pas accès à la connaissance du bien et du mal. Hein? Mais pour corser les choses, dans le jardin d'Éden où vit l'homme, Dieu, qui est amour, décide de planter l'arbre de la connaissance. Avec interdiction pour l'homme d'y toucher. L'interdiction formelle. Voilà. Mais seulement. Et il y a dû avoir une couille quelque part dans la création, parce que l'homme, il n'est pas aussi con que Dieu le pensait. Et l'homme, il mange la pomme. Aidé par la femme, hein, c'est vrai, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Alors, du coup, Dieu, qui est amour, se fâche tout bleu, ou tout rouge, on n'a jamais vraiment su, hein, et il chasse l'homme du paradis terrestre. Mais l'homme, il est plus con du tout, et il s'en tape complètement. Et il prospère. Ce qui ne plaît pas du tout à Dieu, qui est amour. Bon, là je vais résumer violemment, hein, parce que sinon on est encore là demain. Bon. Dieu décide de noyer l'homme. Il en prend un, le plus stupide qu'il puisse trouver, en l'occurrence Noé, et il zigouille tous les autres en se disant que ça va très bien aller comme ça. Mais pas du tout. Les descendants de Noé se débrouillent encore trop bien à son goût. Alors, Dieu, qui est amour, se dit que si les hommes ne se comprenaient plus entre eux, ce serait rigolo de les regarder s'entretuer. Alors il nique la tour de Babel, œuvre de l'humanité entière, et il invente le langage multiple. Ah ben il faut bien le reconnaître ça, Dieu ça marche, hein, c'est le bordel. Ah oui, déjà rien qu'en Belgique, fou. Hein, bon. Alors Dieu, qui est amour, s'amuse beaucoup. Un moment. Puis il se lasse. Puis il se dit, je vais leur envoyer mon fils. Ils vont le massacrer, ça me fera une distraction, et puis après je pourrai leur pardonner. Ça en dit long sur son amour filial, et ça nous mène tout droit au Nouveau Testament. Nouveau Testament qui est éminemment fiable, puisque l'on sait maintenant qu'il a été écrit pour les textes les plus anciens 70 ans après la mort du Christ,
par ses soi-disant apôtres, qui n'étaient donc pas ses contemporains et ne se connaissaient même pas entre eux. Éminemment fiable aussi, puisqu'il a été réécrit et adapté pour les besoins du moment par la hiérarchie catholique 400 ans après les faits qu'il relate. Je fais juste une petite parenthèse, si vous voulez bien, ici pour signaler que, historiquement, Jésus était vraisemblablement le descendant d'une famille royale palestinienne qui faisait de la résistance armée sous l'occupation romaine. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas drôle, ça. Enfin... Non, mais c'est pour ça aussi, je prends des notes, ça peut être intéressant. Hein. Et alors, donc, la parenthèse que je voulais faire, c'est que, étant moi-même petit-fils de résistant, puis-je donc affirmer que je suis le petit-fils de Dieu? Non, mais je me pose parfois la question. Fermons la parenthèse. Donc, Jésus a racheté nos péchés, nous sommes pardonnés, c'est magnifique et le monde est parfait. Oui, enfin, à part quelques détails, ça et là, les guerres, les génocides, les famines, l'exploitation, la télé-réalité, tout ça. Mais ça, Dieu qui est amour n'y est plus pour rien. Ah ben non. C'est l'œuvre du diable. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Oui, mais Dieu, il est omnipotent et omniscient. Ah c'est lui qui l'a dit. Hein. Alors, soit le diable travaille pour lui, et alors Dieu est un salaud. Première solution. Soit le diable travaille pour son propre compte, et alors Dieu s'est bien foutu de notre gueule. Hein, deuxième solution. Soit l'homme a inventé Dieu. Je crois bien que l'homme est con. Celui qui ne s'est jamais glissé nu dans un jeans, la soie de la peau contre l'âpreté de l'étoffe, ne sait pas ce qu'est la sensualité. Celui qui, ce faisant, ne s'est jamais coincé la peau du prépuce dans la fermeture éclair, n'a rien connu de la douleur, ni de l'épouvante, lorsque, piégé, il réalise qu'il va devoir libérer la pièce mobile d'un geste sec de haut en bas. Ni de la solitude, lorsque seul face à son destin, il comprend qu'il ne pourra décemment demander de l'aide à personne. Pourquoi? Oh, pourquoi tant de haine chez ces objets qui nous entourent? Voilà. Après ce petit intermède que vraisemblablement seuls les hommes auront vraiment compris, je voudrais maintenant vous parler du sexe faible, de la femme. Connaissons-nous vraiment la femme? Bonjour. Hein, la femme n'est pas très différente de l'homme. Elle a une tête, 2 bras, 2 jambes, elle a 2 mains, avec ses nuits, le même nombre de doigts que l'homme, à la différence près qu'en règle générale, beaucoup de verroteries garnissent les phalanges. Non. Ce qui différencie la femme de l'homme, outre ce qu'on appelle l'intuition féminine, mais nous y reviendrons plus tard, c'est la bite. Mais la femme est dépourvue de bite. Lorsqu'elle en possède une, ce n'est généralement pas la sienne. Ou alors c'est un travelot. Non, je confirme, la vraie femme n'a pas de bite. La femme se distingue également de l'homme par le vocabulaire. En effet, elle dira plus volontiers « Mon amour, j'aimerais que nous ne soyons plus que nous deux au monde pour recréer l'Éden perdu et retrouver l'espoir d'un monde meilleur. » Alors que l'homme est plus simple. « Chou, apporte-moi une bière, le match va commencer !»
La femme, je le disais un peu plus haut, possède aussi l'intuition, et comme c'est une femme, on ira donc l'intuition. Bien. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas me lancer dans une explication qui va durer des plombs et tout, je vais plutôt vous donner un exemple pour vous expliquer ce que c'est. J'aime bien les exemples. Bien. Lorsque l'homme rentre à la maison et qu'il porte sur lui des relents d'un parfum qui n'est pas celui de sa femme, celle-ci, plutôt que de tout de suite accuser le mal, dira « Comment s'est passée ta journée, mon amour ?» Mais avec un je ne sais quoi de totalement culpabilisateur dans la voix. La femme est pernicieuse, mais elle a oublié d'être con. Ah oui, parce que quand c'est elle qui rentre à la maison, les cheveux défaits et les joues encore roses, l'homme lui dira « Ça va, tu devrais aller chez le coiffeur, dis apporte-moi une bière, le match va commencer !» L'homme est nettement moins compliqué que la femme. L'homme est un loup pour l'homme. La femme... La femme est un peu floue pour l'homme. Hein. Et on lui accorde généralement plus de raffinement qu'à l'homme. Alors là, excusez-moi, mais... Qui a-t-il de plus raffiné qu'un superbe dégagement de la tête, repris par un subtil contrôle du genou et envoyé direct dans les filets? Ouais. En tous les cas, certainement pas une de ces robes portées par des mannequins anorexiques qui défilent les lois de la pesanteur. Hein. Un autre exemple. La femme peut s'extasier durant une éternité devant un tableau de, disons, Frida Kahlo. C'est une peintre mexicaine, super. Alors que la joie de l'homme peut ne durer que quelques secondes, le temps de hurler son plaisir. « Ah oui, c'est bon, oui, vas-y, oui. Ah oui, c'est bon. Oui, oui. Oh oui, vas-y, oui, putain, goal !» Je le redis, l'homme est plus simple que la femme. Il est vrai par contre que la femme est prévoyante, alors que l'homme est prévisible. Exemple, la femme... Mon cœur, j'ai mis de côté toutes mes économies au cas où nous aurions un obstacle sur la délicieuse route de notre amour. L'homme, fais chier, t'oublies de racheter les bières. Bon, hormis ces petits détails et d'autres que je passerai ce soir, j'ai pas trop envie de parler de sang. La femme, finalement, n'est pas très différente de l'homme. Hein. C'est sans doute qu'elle est un peu plus complexe. J'ai pas dit complexée, hein. Quoique. Sans doute aussi qu'elle est moins terre-à-terre que l'homme, mais n'est-ce pas justement cela qui participe à son charme, hein? Cette innocence, cette fraîcheur... Oui, cette paire de seins aussi, c'est vrai. La femme est l'avenir de l'homme, dit-on souvent. Moi, je veux bien, mais j'aurais tendance à rajouter que là, on n'est pas vraiment sûr que l'avenir de l'homme est très reluisant. Hein. Ceci dit, il y a quelque chose qui me turlupine. L'homme sans la femme n'est pas un homme. Un vrai, je veux dire. Alors que la femme sans l'homme... Deux petites secondes. Je sais pas. J'ai un ami qui est un scientifique renommé, un chercheur, qui m'a envoyé le résultat d'une étude qu'il a fait avec ses collègues et je voudrais partager avec vous le résultat de leur dur labeur. Alors, les enfants grandissaient. C'était indéniable. Le phénomène était même largement répandu. Nous avons d'abord essayé de les garder le plus longtemps possible dans de très petits lits pour qu'ils ne poussent pas pendant la nuit. Mais les enfants poussaient sans bruit. Puis, nous avons pensé qu'en ne les nourrissant que de lait et en les faisant dormir le plus possible pour les priver d'exercice, ils resteraient plus chétifs. Vous savez, comme ces petits arbres japonais. Mais les enfants grandissaient sournoisement, tout leur profite. Alors, nous avons pensé à les regrouper tous ensemble hors de vue de leurs parents à qui nous ne les rendions que le soir. Nous les gardions dans des bâtiments et des cours, sans contact avec les adultes ou très peu, et pour qu'ils ne s'ennuient pas, nous leur apprenions même à lire, à écrire et à compter. Nous les faisions asseoir toute la journée sur de très petits bancs, croyant qu'ils resteraient de la taille de ces bancs. Ce fut un échec. Les enfants grandissaient de plus en plus vite et il fallut même changer les bancs. Le phénomène s'aggravait.
Voyant que leurs enfants ne restaient pas petits, leurs parents en faisaient d'autres, qui, à peine nés, ne faisaient que grandir. Mais nous avons trouvé enfin la solution. C'est une simple variante de l'essai que nous fîmes avec le lit et le banc. Mais il nous manquait un couvercle. Nous avons découvert en effet qu'un enfant cesse de grandir et garde tout ce charme qu'on aime, tout cet effet décoratif, cette fraîcheur, si vous l'enfermez dans une boîte en forme de lit, mais bien close, avec un couvercle fermé par des vis. Il suffit alors de creuser le sol et d'y enfouir la longue boîte. Les enfants élevés de cette façon restent toujours des enfants. Donc, chaque année, le gouvernement dépense des millions pour des études qui ne servent à rien, ou à pas grand-chose, en tout cas, à confère celle de mon ami que je viens de vous lire. Toutefois, il en est une d'étude que je trouve particulièrement intéressante. Dans cette étude, il a été démontré que si tous les fumeurs s'arrêtaient de fumer du jour au lendemain, un tiers des habitants de ce pays vivraient 10 ans de plus. Vous imaginez? Ce serait une catastrophe. Ah non, mais 3,5 millions de retraités en plus à payer pendant 10 ans, c'est mathématique, hein. Tout l'équilibre du système de sécu serait anéanti, irrécupérable. Une masse de vioques qu'en prendrait pour 10 ans de rab. À un âge où on perd la carte, on fait sous soi, où on a les artères comme du verre, où on n'en finit pas de ne pas clamser. 33% d'habitants en plus, rien que des mecs. Et donc des vieux. On sait déjà plus où les foutre. Alors oui, c'est vrai, ça va créer de l'emploi. Mais qui va payer? Ah! Parce que de l'autre côté, les fumeurs, les braves fumeurs dont on dit qu'ils coûtent cher à la société, ils s'en vont vite s'entraînailler dans les services hospitaliers, et plutôt que les autres encore. Oui, alors bon, c'est vrai, ça coûte un peu d'argent au départ en hospitalisation, opération, chimio, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'ils ne durent pas. Mais les soins, c'est pour la frime, hein. Statistiquement, il y a 10% de survivants 1 an après l'ablation d'un poumon. Vous imaginez les économies sur le long terme? Plus de retraite à payer pendant 10 ans, plus de soins prolongés pour toutes ces autres saloperies qui font garer qu'à choper express ces vieux bougres pour qu'on aille les voir le dimanche au home. Ah bah oui, plus de home à payer pendant 120 mois encore. J'en vois qu'ils font leur compte là. Ah c'est sûr, avec ça vous pourriez vous acheter une piscine couverte. Ah, les enfants seraient contents, hein. Sans compter l'héritage qui tombe 10 ans plus tôt. Alors, bon, oui, vous pourriez me dire, oui, mais et les soins palliatifs? Mais ça coûte rien non plus, hein. Oui, c'est un peu de morphine, des plantes vertes, André Rieu en fond musical, 2-3 infirmières sympas, à peine un médecin, pour ceux que ça sert encore à ce stade-là. Oui, alors aussi vous pourriez me dire, oui, mais alors, et l'accompagnement des mourants? Alors ça, je vous rassure, c'est carrément gratuit. Ce sont des bénévoles qui s'en chargent. Ça les occupe et c'est autant de déprimants en moins à soigner. En plus, ça se passe à la maison. Pas de frais d'hôpital à la charge de la collectivité. Moi, je vous le dis, le cancer du fumeur rapide et sans appel, c'est le bon investissement pour la Sécu. Revenu garanti, mieux que le Nasdaq. Et en plus, ça marche à tous les coups, hein. Début indolore, métastase garantie, puis quand le patient consulte pour une petite gêne respiratoire, il est déjà niqué jusqu'à l'os. Et c'est encore mieux si vous avez un métier à risque. Genre milieu industriel, contact avec des solvants, manipulation de ciment, tout ça. Ou alors, si en plus de fumer, vous picolez. Oh bah ça devient aussi sûr qu'en en prenez, putain, hein, vous pouvez déjà réserver votre chambre en cancérologie. Bon, excusez-moi, j'ai vu des nanas qui se marraient. Vous marrez pas trop les nanas, parce que c'est scientifiquement prouvé. La femme a besoin d'une dose de nicotine inférieure pour arriver au même taux de risque que l'homme. La nature est bien faite, hein. Et quand on voit le nombre de pétasses qui pompent à longueur de journée, des cigarettes, hein, je veux dire. Non mais, il faut pas se tracasser pour la retraite, hein. Ceux qui resteront, ils seront tellement plus nombreux pour la toucher, ils vont être augmentés. Oui, enfin bon, alors bon, je sais pas vous, mais moi je me suis toujours demandé ce que, en tant que petit être humain sur cette planète, ce que je pourrais faire un jour pour l'humanité. Hein.
Maintenant, j'ai trouvé. Et voilà. Oui, c'est mal ça. Je vais vous lire parce que c'est petit. Rien au monde ne peut remplacer la persévérance. Ni le talent, car tant de gens talentueux échouent. Ni le génie, car les génies non récompensés courent les rues. Ni l'éducation, le monde regorge d'épaves humaines éduquées. Seule la persévérance et la détermination sont omnipotentes. Oui, ainsi parla Calvin Coolidge, président des États-Unis de 1923 à 1929. Ainsi donc, mes bien chers frères, s'il faut en croire cette mâle déclaration que nous devons au président d'un pays qui a beaucoup donné au monde, être con n'est pas un handicap pour réussir. Il faut surtout persévérer à l'être. Évidemment, être bien con au départ et depuis longtemps est un atout. Le chemin vers la persévérance est déjà assez amplement parcouru. Mais si vous avez du talent, mes frères, méfiez-vous. Vous pourriez vous retrouver comme Mozart, mort prématurément à vous abrutir de travail parce que vous avez le tort d'avoir raison trop tôt. Ou comme Jean-Sébastien Bach, usé dans son grand âge après avoir subi pendant plus de 30 ans les tracasseries d'un aéropage de gestionnaires imbéciles qui manageaient son orchestre comme des marchands de soupe, lui apposaient des musiciens manchots ou gâteux et des chanteurs incapables de lire 3 notes recrutés par les voyous des rues. Si vous n'avez pas de talent mais que vous avez du génie, mes frères, ne vous croyez pas tirés d'affaire pour autant. Vous pourriez vous retrouver comme Galilée, qui eut le malheur de tout comprendre de l'univers et se trouva pour cela menacé par un sadique encristé, faute de fermer sa gueule, de griller sur un tas de bûches, à la suite de tant d'autres qui sont fait émietter le bout des doigts à l'étau, travailler les burnes au petit fer, enfler le bide par des litres d'eau entonnés de force, arracher les tétons à la tenaille, élargir le trou du cul au tisonnier chauffé à blanc, tout ça parce que les cons étaient déjà chefs d'escadrille, alors qu'on n'avait pas encore inventé les avions. Et vous, mes frères, qui avez la déveine d'avoir reçu de l'éducation, méfiez-vous de cette faiblesse en vous, qui, selon le bon président Coolidge, vous destine au sort d'épaves humaines. Là où il faudrait hurler, vous resterez sans voix face à la vulgarité des beaux footballistiques, des assureurs à qui la calculette qui a lieu de bite, des autistes qui vous répondent au service des renseignements téléphoniques, des collègues qui complotent pour vous faire virer, des amis qui veulent niquer votre femme, des intégristes de tout poil qui veulent empêcher la liberté d'expression, biffer les morceaux inutiles, si tant est qu'il y en ait. Mais vous, mes bons cons, qui fleurissez comme des étrons sur les trottoirs des grands boulevards et, comme eux, nous gratifiez des senteurs de votre vraie nature, vous, mes salauds, l'avenir vous appartient. La persévérance et la détermination sont omnipotentes. Surtout, ne changez rien. D'ailleurs, vous en seriez incapable. Au contraire, continuez dans vos calculs minables, dans vos combines lamentables. Le 3e millénaire est à vous. Je m'emporte, pardon, mais franchement... Pour ne pas repartir pour 1000 ans de persévérantes conneries, vous, les autres, qui avez du talent, du génie, de l'éducation, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Si vous auriez pu me prévenir. Dégueulasse. Bien. Nous arrivons. Nous arrivons donc à la fin de cette petite conférence. Et comme je le disais au début, il y a encore un tout petit sujet que je voudrais aborder avec vous. Cette fameuse phobie des mots qu'ont les gens, vous vous souvenez ?
C'est cette hypocrisie, là. Que, comme je disais, il faut appeler un chat, et une chatte, une chatte. Bah oui. Ah. La langue française, sublime, hein, il faut bien le reconnaître, ou enfin quand on sait s'en servir, a inventé des mots pour désigner des choses. Alors pourquoi est-ce qu'on vient nous emmerder avec des considérations faux culs de politiciens corrects? On ne peut plus dire aveugle, on doit dire non-voyant, on ne peut plus dire sourd, on doit dire malentendant, on ne peut plus dire grotta, mais personne atteint d'une légère surcharge pondérale. On ne peut plus dire raider, on doit dire Twix. Où est-ce qu'on va? Même votre supermarché, votre caissière, bah, c'est plus votre caissière. Hein. C'est votre hôtesse d'accueil. Non, franchement, Astrala, alors quoi, on ne doit plus dire mort, mais moins vivant. On ne doit plus dire, je sais pas, chaise, mais objet pour s'asseoir. Chaussettes, mais équipement pédestre. On ne doit pas dire de quelqu'un que c'est un gros connard de fascisme, mais plutôt une personne nostalgique d'une certaine période du XXe siècle où l'on portait des chemises brunes. C'est ça? On ne peut plus dire comédien, mais personne temporairement sans emploi. Bon, voilà, je ne vais pas y aller par quatre chemins et vous trouver une expression en poulet pour vous dire que je suis très content d'avoir passé cette soirée avec vous. Merci beaucoup.